Cette session traitera donc de la question de l'économie, du développement et des questions migratoires. Je rappelle très brièvement de ce qu'on a parlé ce matin, c'est-à-dire sur la question de la transition démographique, sur le rôle de l'Union européenne dans la région du monde arabe. Et lorsqu'on a évoqué ces questions, la question économique, elle y était déjà. Donc ce matin, on a déjà abordé parfois des questions qui vont nous intéresser cet après-midi. Permettez-moi quand même de faire quelques remarques et quelques observations par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin. Et notamment, on a beaucoup parlé de la démocratie et des valeurs qui sont associées à la démocratie. Je pense quand même que la démocratie, c'est, dans le sens libérien du terme, un idéal type. Et on a vu beaucoup de statistiques défiler ce matin, qui certes étaient très intéressants, et qui ont eu le mérite de nous montrer aussi à quoi les sociétés et les peuples arabes aspirent, à quoi ils n'aspirent pas. Mais permettez-moi de paraphraser ici une jolie phrase de Georges Nakache qui a dit que deux négations ne font pas une nation. On peut aussi dire que deux négations, c'est-à-dire on ne veut pas un régime autoritaire, on ne veut pas non plus une théocratie, ne font pas non plus la démocratie. Et on a très peu discuté en fait ce matin sur ce qu'on entend par démocratie. La démocratie n'est pas un concept abstrait. La démocratie, il y en a plusieurs, il y a une multitude de types qui existent. Ce qui m'amène aussi à poser en fait la deuxième question ou la deuxième remarque, c'est-à-dire que ce matin, je pense qu'on a posé la question, peut-être pas forcément toujours dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a posé la question du est-ce que l'Union européenne veut promouvoir la démocratie dans les pays arabes? On aurait pu aussi se poser la question quel type de démocratie l'Union européenne veut et peut soutenir dans les pays arabes. Et je pense que là, on voit apparaître et transparaître un peu le lien qui nous amène, ou qui le lie à la question économique. C'est-à-dire que dans beaucoup de relations économiques qui existent, on est souvent dans le bilatéral. Le multilatéral n'a pas très bien fonctionné jusqu'à présent. On en a entendu déjà des exemples ce matin. Et je vais désormais laisser la parole à mes collègues qui vont mieux que moi vous exposer les difficultés qui existent dans les relations économiques et démographiques entre l'Union européenne et le monde arabe. Permettez-moi tout simplement de citer ici, puisqu'il est présent, Bichara Kader, qui a publié un livre sur la question, et dans le livre, il a effectivement dit que les relations étaient marquées par une verticalité et par une dépendance, et non pas par une interdépendance qui, à ses yeux, est encore absent. Donc c'est quelque chose sur lequel on pourra peut-être en débattre. C'est aussi un autre point que j'aimerais évoquer. Donc j'avais dit à mes intervenants d'essayer d'être concis dans leurs propos, c'est-à-dire de ne pas dépasser les 10 à 15 minutes, afin de laisser un peu de place pour le débat après. Merci beaucoup. Donc je vous propose qu'on écoute tout d'abord Jean-François Daguzin, qui est le président du think tank Fondation de recherche stratégique. Donc il va nous faire une intervention sur les relations économiques entre l'Europe et les pays arabes, donc les paradoxes et les contradictions. Merci Isabelle, bonjour à tous, merci aux organisateurs, Salam, évidemment merci de m'avoir invité à ce colloque qui est un colloque de naissance d'une certaine manière, et de revenir, de retrouver une salle bourrée d'amis qui est aussi partie du plaisir de l'agitation intellectuelle de la recherche. Et alors, quand j'ai eu ce titre entre les mains, j'ai été pris d'une forme de mise à l'abîme. J'ai vu le fantôme de Samir Amin, qui d'un coup remontait à la surface comme le spectre de Macbeth. J'ai vu la théorie de l'échange inégal, j'ai vu l'import-substitution, j'ai vu le nouvel ordre mondial des années 70, pas celui de Bush, bien sûr. Et tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je me ressaisisse et que j'essaye de revenir à la réalité.
Mais pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est justement de s'interroger sur où nous en étions dans les années 60-70, quand nous croyons à un destin finalement progressiste, entre guillemets, des relations internationales, à une idée que l'on pouvait modifier le monde à travers à la fois des méthodes, des idéologies et des doctrines, et qu'aujourd'hui, le néo-libéralisme triomphant a ramené tout ça à des souvenirs du passé, sans que peut-être certaines de ces théories n'aient perdu leur pertinence. J'ai décidé de prendre 3 mots-clés comme fil conducteur. Dépendance, ça vient d'être évoqué. Interdépendance, j'y reviendrai parce que je crois que nous sommes interdépendants. Et inégalité, parce que inégalité, c'est le mot-clé finalement qui nous réunit. Et donc, il s'agit d'essayer de voir où nous en sommes maintenant, en considérant d'ores et déjà, je dévoile mes cartouches avant de tirer, que les choses ne sont pas très bonnes et que ça ne risque pas de s'arranger. Et effectivement, si l'on parle de dépendance, on a 2 types de dépendance. On a la dépendance traditionnelle, qui est la dépendance des pays arabes vis-à-vis de l'Union européenne au sens du marché, au sens du lien économique et financier qui fait qu'une bonne partie des pays méditerranéens notamment, mais arabes plus larges, sont ultra dépendants du marché européen, certains pays allant jusqu'à 90 à 60-70% de dépendance sur les exportations, et ne parlons pas des importations. Également une dépendance d'ordre juridique et politique, parce que l'Union européenne a, à travers les politiques de voisinage, organisé une périphérie, bien ou mal, mais c'est une réalité, et dans laquelle tout le monde a dû souscrire, plus ou moins bien, et ça fait partie des négociations et de ces difficultés. Là, les cas, grand débat à Tunisie à l'heure actuelle, un exemple, le statut avancé marocain est le nôtre. Et en réalité, on ne se rend pas bien compte du niveau à la fois d'intégration sans adhésion, mais fondamentalement de ce lien très puissant désormais que la norme européenne a créé vis-à-vis d'un certain nombre de pays arabes et dont ils sont de toute façon dépendants désormais, en bien et en mal. Économie, normes et réglementations, aide internationale évidemment, puisque pour certains d'entre eux, c'est l'aide internationale qui les fait vivre, les plus pauvres, et il faut le regarder. Et puis il y a l'autre dépendance, alors elle n'est pas plus nouvelle que la première, 1973 et l'utilisation de l'arme pétrolière, économique pétrolière, comme moyen de pression non militaire sur la guerre pour Ramadan de 1973 fait que là, tout d'un coup, on s'est aperçu que les pays arabes avaient un levier qui pouvait être d'une efficacité redoutable. Il n'a jamais pris la forme de l'étranglement qu'on avait pu craindre à un certain moment. Certains avaient voulu voir comme tel, mais aujourd'hui, il y a ce phénomène de dépendance de l'Europe vis-à-vis du Golfe, qui n'est pas aussi massif que l'on aurait pu l'imaginer à une certaine époque, mais qui représente quand même, selon les pays, 50 à 60% de la dépendance pétrolière, même si, très clairement, aujourd'hui, le Golfe est à 45%, mais la Russie est aussi un élément, pour le gaz, 35% de dépendance. Donc il n'y a pas que le Golfe, mais c'est un élément important qui joue dans le fait que les relations entre le Golfe et les pays producteurs d'hydrocarbures, dans le cas où on mettra l'Algérie et la Libye, même si la Libye est aujourd'hui dans une situation particulière, donc cette position de dépendance d'un certain nombre de pays vis-à-vis de ces sources d'approvisionnement joue sur les politiques. Sur les politiques d'une part, une façon de bien ou mal se comporter vis-à-vis des régimes en place, par exemple, et aussi, évidemment, sur l'investissement que ces pays-là peuvent amener vers
vers l'Europe. Je me rappelle d'un 14 juillet, il y a quelques années, où le président Sarkozy avait amené l'émir du Qatar au défilé, sans que la participation des forces qataries aux diverses guerres ait été particulièrement notable, mais tout simplement pour qu'il finance l'Union pour la Méditerranée. Je crois me rappeler qu'il y avait aussi un certain Bachar el-Assad, mais c'est une autre histoire. Et donc on voit très bien qu'il y a une recherche à travers tout cela de ce que justement cette dépendance puisse être fructueuse dans les deux sens, ce qu'elle n'est pas forcément. Mais elle joue sur l'aspect politique des relations dans le Golfe, elle joue sur les questions de l'investissement, qui aujourd'hui a dépassé le pur investissement économique, il peut être social, il peut être culturel, il peut être militaire, évidemment. Et donc, cette dépendance-là a évolué dans sa forme et peut-être aussi dans sa capacité d'influence. Les interdépendances. L'interdépendance, j'y crois quand même, je ne me place pas tout à fait sous le modèle Keohane, Nye des ouvrages classiques de référence, mais il y a quand même un effet de dépendance, d'interdépendance ou de dépendance croisée. Alors, est-ce que c'est de l'interdépendance et de dépendance croisée? Dans la mesure où finalement, aujourd'hui, il apparaît très clairement que pour les uns et pour les autres, les liens sont difficilement sécables. Vous ne pouvez pas dire, si vous êtes tunisien, je quitte l'environnement de l'Union européenne. Même si, dans le débat aujourd'hui, parlementaire et culturel, certains disent pourquoi signer l'ALECA? Vous signez l'ALECA parce que vous êtes déjà dedans. Et nos amis britanniques sont en train de comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. C'est un problème de liens croisés très difficilement brisables dans lequel nous avons à vivre aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les intentions que vous voulez développer. Donc, je pense fondamentalement que cette interdépendance, il va falloir jouer avec ou périr d'une certaine manière, parce que les choix de l'espace de défilement est très étroit. Avec la Russie, Poutine, à part la force militaire, avec les Chinois, modèle prédateur, avec qui? Vous n'en trouvez pas. Et avec le Golfe, c'est pas forcément la panacée. Donc cela veut dire que finalement, on est coincé dans cet ensemble-là, qu'on le veuille ou non, et avec lequel il faut essayer de vivre, et ça ne va pas être forcément facile tous les jours. Et les pays arabes non producteurs d'hydrocarbures, eux, sont pris dans le système européen que j'évoquais, qui est ce système de dépendance à 90%. Et là aussi, vous êtes obligé de souscrire à un minimum de bonne volonté vis-à-vis de celui avec lequel vous travaillez. Les inégalités, je crois que c'est peut-être le cœur aujourd'hui majeur du problème, il était déjà auparavant, je vais terminer là-dessus, Isabelle, pour me maintenir dans le temps de parole, mais je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui lire Le Monde sans parler de ça, et cela a été fait par certains dans cette salle bien mieux que moi, mais c'est un élément central, que ce soit au niveau des produits intérieurs bruts, au niveau des statuts sociaux, au niveau de la situation de la femme, au niveau de l'industrie, au niveau de la politique agricole, de la recherche et du développement. La recherche, on se dit, le monde arabe doit trouver les moyens de son développement. Avec 0,1% d'insertion dans le monde de la recherche et du développement moderne, ses chances sont limitées, sauf à faire comme les pays du Golfe, c'est-à-dire à faire du mercenariat de la recherche. Quand vous regardez les publications sur 10 ans qui ont été publiées l'année dernière, vous voyez 2 pays qui explosent, c'est c'est l'Arabie Saoudite et un autre pays du Golfe, je pense que les Émirats, alors, et très modestement la Tunisie d'ailleurs, et ces 2 pays publient parce que des chercheurs mercenaires bossent pour eux, il faut être lucide, c'est ça la réalité. Donc tout cela doit être, je dis, de cette manière compris et intégré pour qu'on ait une vision lucide de la difficulté qui s'avance. Précarisation de l'emploi, 40% de population au niveau du seuil de pauvreté,
effondrement de l'investissement public sur les politiques néolibérales qui n'est pas compensé par l'investissement privé et des investissements directs qui sont défaillants. Voilà la situation telle qu'elle se présente. En 1960, quand on mettait en place les théories que j'ai évoquées dans mon introduction, on pensait qu'on avait un horizon finalement plausible, tant dans le développement que dans l'espoir d'une nouvelle société. Aujourd'hui, on en revient à une vision on ne peut plus négative de l'avenir qui, pour l'instant, se révèle bloquée. Et qu'est-ce qui se passe quand un univers est bloqué? C'est la violence qui redevient le régulateur des relations internationales et des relations sociales à l'intérieur des pays. Et ça, c'est le vrai risque que nous courons, c'est-à-dire aujourd'hui le retour à la violence et le retour à la guerre comme modèle de résolution des contradictions internes et externes. Et je vous remercie. Merci beaucoup à Jean-François pour cette présentation. Je vous propose qu'on écoute d'abord tout le monde avant qu'on commence les questions. Donc je vais tout de suite donner la parole à Younes Belfella. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse 3. Il est aussi économiste spécialisé du monde arabe et les relations entre la région MENA et l'Union européenne. Il va nous parler de la question ou du statut privilégié que l'Union européenne entretient avec le Maroc. Bonjour, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est très intéressant qu'on parle un petit peu des relations arabo-européennes à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe, soit dans le monde arabe et également en Europe. Je parle du statut avancé avec le Maroc. Bon, c'est pas la peine de parler de l'histoire en fait du Maroc avec l'Europe, mais je commence quand même avec l'indépendance du Maroc du protectorat français, qui était une indépendance dans le cadre de l'interdépendance, c'est-à-dire garder toujours un lien, des intérêts économiques, culturels avec la France en particulier, et bien évidemment par la suite avec l'Europe. Ça a commencé avec des accords, un accord commercial en 1969 et après un accord de coopération en 1976, et par la suite avec tout le processus de Barcelone, en fait on est arrivé à un statut avancé en 2007. Un statut avancé qui rentre dans le cadre du programme européen de voisinage. Bon, l'Union européenne a des très très bonnes relations avec quelques pays dans le monde arabe. Je pense à l'Égypte, je pense à la Tunisie, je pense également à la Jordanie. Mais ce statut, il était vraiment très très particulier du fait qu'il y a des pays qui appartiennent à l'Europe mais qui n'ont pas eu en fait ce statut. Je parle précisément, je peux donner l'exemple de la Turquie, qui n'a pas eu en fait d'avoir un statut avec un contenu qui était basé sur des axes dont je peux en fait décrire. Le premier, un axe sécuritaire de grande importance sur une collaboration entre l'Union européenne et le Maroc sur la lutte contre le terrorisme et également sur la régulation des flux d'immigration. Et un deuxième axe qui est politique, qui vise en fait à faire appartenir le Maroc à des accords européens conditionnés par un progrès sur la question des droits de l'homme, sur la question également des libertés civiles et bien évidemment un soutien vers la démocratie et la société civile principalement. Et puis un axe économique qui vise en fait faire une intégration du Maroc dans le marché européen par le soutien de la construction des infrastructures, je pense au transport, je pense également à tout ce qui est soutien des secteurs qui sont de grande importance. Il y avait un grand soutien par rapport au programme Maroc Vert qui concerne l'agriculture et la pêche maritime. Et bien évidemment, on a parlé également dans le texte sur la nécessité de faire une collaboration scientifique et technologique, surtout que la majorité des étudiants marocains qui partent à l'étranger, ils viennent en Europe et principalement, ils viennent en France pour des raisons culturelles principalement. Et par la suite, en fait, bon, là je crois qu'après 10 ans à peu près, c'est l'occasion de faire en fait une étude d'impact pour voir ce qui était réalisé dans ce statut en fait avancé. Bon, à part le côté sécuritaire que je confirme, que le Maroc joue un rôle énormément important dans la lutte contre le terrorisme et dans la régulation des flux d'immigration, je pense que sur le côté politique, c'est vrai, on a encouragé
des nouvelles lois sur la question des droits d'expression. Bon, il y avait également ce qu'on appelle la Mudawwana, qui représente en quelque sorte le droit civil, qui est principalement une avancée dans la question des droits de femmes au Maroc. La nouvelle constitution de 2011 qui a essayé de prendre quand même quelques responsabilités qui étaient à la main en fait du roi pour le donner en fait à la scène politique, à des partis politiques. Et on a parlé d'une transition démocratique. Je confirme que c'est une transition qui dure longtemps, parce que moi, personnellement, j'entends le mot transition démocratique depuis 1996 au Maroc. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai, on peut parler de sorte d'un bargaining en fait, politique entre la scène, entre les partis politiques et entre l'institution royale. Sur le plan économique, je trouve qu'il y a un bilan très mitigé parce que forcément, on a énormément de problèmes dans la question de l'administration marocaine qui est plombée par la rente et par la corruption. Ça, c'est très important parce que c'est un effet qui influence énormément ce genre de relations, surtout en matière d'attractivité des investissements européens en fait, au Maroc, sans oublier un autre effet économique de grande importance. Je crois que le Maroc le partage avec tout le monde arabe, qui est le crony capitalisme, le capitalisme de clientélisme, le capitalisme de connivence. C'est-à-dire, voilà, une institution royale amie avec des hommes d'affaires qui ont la main sur la majorité en fait de l'économie marocaine, et ce qui laisse en quelque sorte les grands marchés publics en fait appartiennent à ces hommes d'affaires. Et d'ailleurs, ça c'est un cas général dans le monde arabe parce que je ne crois pas qu'il n'y a pas en fait un homme d'affaires arabe qui a fait une fortune seulement dans le privé. Ils ont fait des fortunes grâce au marché public. Et ça, c'est un exemple qu'on peut extrapoler par rapport à l'Égypte, par rapport à la Syrie, en Algérie également, dans d'autres pays du monde arabe. Et par la suite, sur l'axe en fait, de l'enseignement et de l'éducation, je crois qu'il y avait un progrès dans le sens où il y a plus d'échanges, des programmes, des institutions européennes qui s'installent en fait au Maroc, mais parfois pour des raisons commerciales, pas pour des raisons éducatives. Je pense à tout ce qui est mouvement d'écoles de commerce qui actuellement prend le Maroc comme étant un pôle important et un portail pour accéder en fait au marché africain. Mais on ne peut pas dire que sur le plan économique, on a pu faire en fait une intégration économique pour la simple raison parce que je crois que le Maroc est déficitaire sur tout l'échange commercial qui est fait avec les pays de l'Union européenne et de toute façon on a également notre problème au Maroc de savoir exporter ce qui est production. Il y a un échec dans quelques programmes, en fait je pense au plan émergence par exemple de l'industrie. C'est vrai qu'il y a quelques secteurs émergents de temps en temps qui nécessitent en fait un investissement européen, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, l'offshoring, l'aéronautique par exemple. Ce sont des acteurs qui sont émergents et qui présentent un intérêt pour la partie européenne. Sans parler bien sûr sur la question la plus importante, c'est la question le côté social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, là où il y a un manque énorme. Tout le monde parle, bon, j'ai entendu ça ici en France par des Français qui ont dit que bon voilà, on est face à un modèle, une exception dans le monde arabe en termes de stabilité. J'en crois pas. Pour la simple raison parce que je vois qu'il y a les mêmes dénominateurs en fait communs qui existent dans les autres pays existent également au Maroc et actuellement on ne peut pas parler de pôle de stabilité dans le monde arabe. Il faut juste voir les pays de Golfe actuellement qui étaient décrits ça fait des années comme étant des pôles de stabilité pour bien comprendre qu'on est face à un changement et qu'on est face à un monde qu'on peut appeler je ne vais pas être pessimiste pour dire chaotique, mais il est semi-chaotique. Semi-chaotique pour dire qu'il y a en fait une incertitude énorme par rapport à des événements qui passent actuellement dans la scène politique. Et parfois, les pays sont obligés en fait à savoir traiter des crises. Avant, disons, en 2008, on parlait de la Turquie, par exemple, dans le monde arabe comme étant un pays avec zéro crise. Et actuellement, la Turquie elle a au moins un problème avec chacun de ses voisins. Pour bien comprendre que le changement qui se passe actuellement dans le monde, la globalisation économique, l'incertitude des événements, même
je dirais, le sens d'aventure chez les nouveaux dirigeants, parce que je crois qu'on passe par une phase très critique après la Deuxième Guerre mondiale, parce que même dans la guerre froide, c'est vrai qu'il y avait des dangers, mais il y avait des joueurs qui étaient vraiment rationnels. Par rapport à ce qui se passe actuellement, on a un manque en fait de rationalisme, on a un manque de prendre la scène politique par le sérieux, et effectivement il y a plein de risques qui se passent en fait actuellement, et je crois que pas seulement le Maroc mais toute la région en fait du Maghreb fait partie en fait de cette équation. Comme perspective, je vois qu'il y a une nouvelle doctrine en fait de la diplomatie marocaine qui s'articule sur le fait de garder les intérêts anciens, c'est-à-dire nos relations avec la France, avec l'Union européenne, les États-Unis, les monarchies de Golfe, mais s'ouvrir à des intérêts en fait, des nouveaux intérêts. Je pense à la Russie, dont le roi il a fait 4 visites dans les 5 dernières années, la Chine, 3 visites dans les 5 dernières années, et bien évidemment l'Afrique, qui était couronnée par le retour du Maroc à l'Union africaine après 33 ans d'absence, et qui était en fait le fruit d'un grand travail économique sur la base qu'il y a des investissements marocains actuellement, en fait, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, Mali, au Gabon, là où il y a des très bonnes relations, et là-dessus il faut vraiment prendre en considération ce facteur très important que le Maroc devient vraiment un portail intéressant pour travailler avec l'Afrique. Deuxièmement, il y a une autre perspective qui mérite d'être discutée, c'est que sur la question de l'immigration, on a pensé sur les flux d'immigration qui viennent du Maghreb, mais le Maroc actuellement, il est également un pays récepteur de l'immigration, surtout de l'immigration subsaharienne. Et bien évidemment, ça demande en fait un travail de préparation de l'infrastructure, tout ce qui est santé, éducation, logement, voire entrepreneuriat, qui peuvent être vraiment un effet de levier pour le développement local et régional. Et je crois que le statut avancé reste en fait ambigu dans son bilan du fait qu'on ne l'a pas pris dans le cadre du Maghreb. On ne l'a pas pris dans le cadre qu'il y avait un projet bien avant qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe ou le Grand Maghreb, et qu'il y a d'autres partenaires qu'il faut les prendre en considération, notamment l'Algérie et la Tunisie sur cette question-là, et qu'il fallait commencer, par exemple, d'encourager la coopération intermaghrébine avant de penser à cet échange ou de cette coopération entre l'Union européenne et un pays maghrébin. Moi, je parle par exemple de l'enseignement, là, ce qui m'intéresse, c'est mon métier. Le fait que, par exemple, il n'y a pas un programme équivalent à Erasmus entre les pays maghrébins qui peut aider en fait à faire des échanges entre les étudiants, entre les chercheurs, et d'éviter cette fuite de cerveau et de compétences, soit vers l'Europe ou même vers l'Amérique du Nord. Je pense également, même au cas de l'Algérie, qui a, on peut dire, un handicap historique, surtout avec la France, que la coopération militaire entre Paris et Alger au Sahel, en Afrique, serait vraiment, c'est un effet historique qui est très intéressant, c'est qu'il peut installer une mesure de confiance entre les deux parties, et qui peut vraiment être par la suite un élément qui contribue à une relation féconde qui dépasse seulement le paramètre en fait, sécuritaire. Et j'aimerais bien en fait terminer globalement par rapport à ce contexte de ces relations entre le monde arabe et l'Union européenne par poser quelques questions, des remarques en fait. Est-ce qu'on peut parler d'une politique arabe chez les Européens? Est-ce qu'il y a une politique étrangère chez l'Union européenne? Je ne crois pas. Tout simplement parce que même au niveau du monde arabe, il y a beaucoup de monde arabe actuellement. Il y a une diversité des projets vers une adversité des projets. Je pense même à un pays comme la France, je ne crois pas qu'il y a une politique arabe, en fin de compte. Le fait d'avoir des relations avec des pays sur le plan sécuritaire ou chercher de vendre des rafales, ce n'est pas une politique du tout. Non, une politique, c'est plutôt une vision à long terme qu'on peut la concrétiser par des projets de développement. Je crois également qu'il y a un problème qu'on peut discuter au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est plein de partenaires. On voit le Brexit, on voit des mouvements populistes de l'extrême droite qui cherchent plutôt une séparation.
Ce matin, il y avait dans les interventions des gens qui ont parlé de l'Union pour la Méditerranée. Je rappelle que l'Union pour la Méditerranée, en fait, a échoué, c'est vrai, parce qu'il y avait une conjoncture très compliquée, la crise de 2008. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de pays qui voulait en fait prendre le relais, pays européens prendre le relais après la France, je pense à pays de l'Italie, l'Espagne, le Portugal à cause de la crise. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un rôle très négatif de la part de l'Allemagne sur ce projet-là, qui n'a pas aidé forcément à faire réussir en fait ce projet pour des raisons géopolitiques entre la France et également l'Allemagne. Et je termine par la question qui est vraiment assez intéressante, c'est quel type de démocratie en fait on veut voir avec nos partenaires arabes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Younes pour cette intervention très riche. Je pense qu'on va revenir sur certains points dans le débat par la suite. Je passe maintenant la parole à Jihad Yassiri, donc sur le rôle, quel rôle pour l'Union européenne dans la reconstruction de la Syrie. Merci Isabelle, bonjour tout le monde, merci à Salam Kawakibi et au Carême pour cette invitation. Je vais, en gros, je vais d'abord parler un petit peu de la situation de l'économie syrienne aujourd'hui, puis un peu du projet de reconstruction, s'il y en a un en Syrie, puis finalement des relations, du rôle que l'UE peut jouer et avec peut-être quelques recommandations. Alors, la situation de l'économie syrienne, je ne sais pas combien vous êtes au fait de la situation, mais l'économie syrienne, la Syrie est très très largement détruite. On estime que le coût pour reconstruire physiquement le pays, entre 200 et 400 milliards de dollars. Donc la différence entre ces deux chiffres vous donne d'abord une idée du manque de données qu'on a, mais aussi de la dimension de cette destruction. Il faut savoir qu'avant le début du soulèvement de la révolution syrienne, en 2011, le PIB syrien était de 55 milliards de dollars. Donc le coût de reconstruction est au moins 4 fois supérieur à ce que le pays, la richesse économique du pays avant 2011. Au-delà de ce chiffre-là, il faut savoir aussi que cette destruction a un impact massif sur l'économie et la société. Un chômage à plus de 50%, un taux de pauvreté au-dessus de 80%, une émigration massive de capitaux mais aussi de main-d'œuvre. La classe moyenne syrienne a très largement quitté le pays. D'ailleurs, le pays, malgré le chômage, manque de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui. Malgré le chômage, malgré le fait qu'il y ait très peu d'activité économique, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Puis une profonde déstabilisation du tissu, de la fabrique du tissu social syrien. En 2016, la dernière année pour laquelle on a des chiffres, le gouvernement syrien estime que le PIB, comme vous savez, mesure la richesse économique nationale, était de 12 milliards de dollars, soit moins d'un quart de sa valeur de 2010. Donc là aussi, ça vous donne une idée de cette destruction. Maintenant, depuis la fin de 2016, depuis la chute de la ville d'Alep, qui a mis fin, en gros, au conflit dans une grande partie des zones ouest du pays, donc l'axe Damas-Alep, puis la zone côtière. Alors depuis donc fin 2016-2017, on a plusieurs secteurs économiques syriens qui commencent à croître à nouveau. Les secteurs manufacturiers, les transports, puisqu'il y a moins d'obstacles sur les routes. Le secteur manufacturier parce qu'il y a des gens qui rouvrent leurs usines. Le secteur de l'énergie, le pétrole, le gaz, l'électricité, etc. Alors, il y a certes une croissance en 2017 et en 2018 de ces secteurs-là, mais évidemment, c'est d'avoir une croissance qui part d'une base extrêmement faible, et surtout, elle ne permet pas au PIB en général de croître, parce que les deux principaux secteurs économiques syriens aujourd'hui sont le secteur agricole et les services publics. Or, ce sont deux secteurs, les services publics parce que le gouvernement est largement en faillite, et le secteur agricole qui a souffert de 2 années de sécheresse sont en très forte décroissance. Donc en gros, pour résumer, c'est un pays largement détruit, où la richesse économique a arrêté, alors est tombée très très basse, mais depuis 2 ans a arrêté de chuter. Ceci a très peu d'impact
aujourd'hui, comme je l'ai dit, parce que typiquement dans des pays dans une situation de fin de guerre, les premières années d'habitude, on voit des croissances très élevées, 10, 20, 30, 40%, parce que normalement quand un gaz termine, beaucoup de gens réinvestissent, recommencent leur activité économique. Or, comme je vous l'ai dit, c'est que ça reste, donc pour l'instant, l'économie ne croît pas et la croissance est de toute manière très faible, même dans les secteurs qui croient. Une question importante, c'est celle du budget de l'État et des dépenses de l'État. L'État syrien est non simplement le principal acteur économique, c'est aussi un fournisseur d'emplois et un fournisseur de services à la société. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement syrien est très largement en faillite, c'est-à-dire qu'il a très peu de moyens pour investir quoi que ce soit. Donc on n'a quasiment aucun projet de reconstruction qui a lieu. Le gouvernement arrive malgré tout à couvrir ses dépenses de base, des salaires principalement, et il y arrive en grande partie grâce au soutien de l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, fournit l'équivalent de 50 000 barils jour de pétrole à la Syrie. C'est une fourniture de pétrole qui permet non simplement à de nombreux secteurs de fonctionner, mais c'est aussi une source de revenus directs fiscale pour le gouvernement syrien, parce que le gouvernement importe ce pétrole qu'il ne paye pas en cash, mais le vend à la population, aux entreprises, et bénéficie de ces liquidités. En contrepartie, ceci veut dire qu'évidemment la dette externe syrienne vis-à-vis de l'Iran monte tous les jours. Ce n'est pas une surprise que depuis 3 mois, l'administration américaine fait un effort particulier pour imposer et pour essayer d'empêcher la fourniture de pétrole iranien à la Syrie. La semaine dernière, le 20 novembre, le OFAC, le département du Trésor américain qui est en charge des sanctions, a non simplement imposé des sanctions sur certaines entreprises qui fournissaient du pétrole en Syrie, il avait fait ça il y a 3 mois de ça, il a aussi publié une menace très claire, une menace pour tout le secteur maritime mondial, en disant clairement, nous allons empêcher les fournitures de pétrole à la Syrie de quelque pays que ce soit, et nous prévenons les entreprises de transport, d'assurance, de financement, que nous sévirons. Ils ont même publié une liste des tankers qui fournissent du pétrole. Donc c'est une indication, si vous voulez, de l'importance stratégique de ces fournitures de pétrole. Alors, la reconstruction. Alors on parle évidemment beaucoup de reconstruction. Dans les pays avoisinants, le Liban, la Jordanie, même la Turquie, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir qu'un grand projet de reconstruction de la Syrie, un peu similaire à ce que le plan Marshall a pu être, puisse se mettre en place. Ce serait non simplement théoriquement très positif pour l'économie syrienne, mais aussi pour toutes les économies de la région qui souffrent terriblement depuis le début du soulèvement populaire syrien et du printemps arabe en général. Alors évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne va pas y avoir, à court ou à moyen terme, de reconstruction à grande échelle de la Syrie. Il n'y en aura pas parce que d'abord il n'y a pas d'argent. Les pays qui ont les moyens, l'Union européenne, les pays du Golfe, la Banque mondiale, d'abord n'ont pas tant de moyens que ça, et de toute manière ils ont perdu la guerre. Et ceux qui ont gagné la guerre, les Iraniens et les Russes, n'ont pas les financements. Mais il n'y aura pas de reconstruction non plus parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les cadres pour reconstruire. Comme je vous l'ai dit, il y a un manque très élevé, très important des skilled workers, des cadres. Il y a aussi une absence totale de stratégie. Le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'a absolument aucune idée. Alors on ne sait pas quelles seraient les priorités d'un projet de reconstruction, des secteurs en particulier, des régions en particulier, il n'y a absolument rien. Et vous parlez à tous ceux qui sont au fait des politiques du gouvernement syrien, la seule chose que vous entendez en retour, c'est le chaos, le manque de stratégie et de vision. Tout le monde travaille sur le court terme. Ceci étant dit, tout cela ne veut pas dire que le gouvernement syrien ne se prépare pas, ou en tout cas ne cherche pas à mettre en place les
the terms, les critères d'une reconstruction future. Parmi d'autres choses, ce qu'il essaye de faire, c'est de publier des lois, toutes sortes de lois. Alors vous avez probablement entendu de la fameuse loi numéro 10, ceux d'entre vous qui suivent l'actualité syrienne, la loi 10 qui touche aux actifs fonciers et immobiliers. Donc vous avez une série d'autres lois et directives qui ont été passées ces dernières 2-3 années. Et tout ça, évidemment, c'est pour donner un cadre, dans le cadre juridique et légal, au cas où des investissements arrivent. Alors évidemment, il faut faire attention, alors peut-être pas aujourd'hui ici, mais je suis souvent dans des tables rondes, des séminaires où il y a beaucoup de spécialistes de la Syrie qui parlent beaucoup de la loi 10 et d'autres lois. Il faut quand même savoir que la Syrie n'est pas un état de droit. Les lois, certes, ce n'est pas totalement inimportant, mais ça n'a pas une importance primordiale. Au-delà de ces lois, ce que le gouvernement fait aussi, c'est qu'il transfère des actifs privés vers d'autres mains privées ou vers des mains publiques. On peut penser en particulier aux actifs fonciers, là encore, dans les principales villes syriennes et autour de ces villes. Il y a une concentration de l'intérêt du gouvernement vis-à-vis des actifs fonciers parce qu'en fait, ce sont les derniers actifs qui ont de la valeur en Syrie. Les actifs énergétiques, je vais en parler tout de suite, ont été largement cédés aux Russes et un petit peu moins aux Iraniens. Mais évidemment, transférer des actifs fonciers, c'est aussi, donc, d'une part, c'est pour punir les populations, parce que donc, les actifs fonciers sont surtout des actifs qui étaient détenus, qui en fait sont des régions tenues précédemment par l'opposition, qui ont été vidées de la population. Donc on punit l'opposition, on s'assure que cette population ne revient pas, et on enrichit nos cronies, comme mon collègue a dit, je ne sais pas comment on traduit cronies, enfin les capitalistes de copinage. Oui, ça c'est le crony capitalism, and cronies. Les affidés. Les affidés. Copains et coquins. Très bien. Très bien. Il n'y a pas que les actifs fonciers, il y a par exemple les licences de téléphonie mobile. Alors évidemment, là encore, pour ceux qui suivent la Syrie, le cousin de Bachar el-Assad détient depuis début 2000 une des deux licences de téléphonie mobile. L'autre est d'ailleurs détenue par un consortium qui inclut l'ancien Premier ministre libanais Najib Mikati, qui est très proche aussi du pouvoir syrien. Il faut savoir que début 2015, ces licences ont été renouvelées pour une période de 20 ans, que l'État, sans aucune justification, a baissé sa part des revenus de ces licences mobiles de 60% à 20%, sans aucune justification, et que ces licences ont été renouvelées sans évidemment aucun appel d'offres, aucune transparence. On a su ça le 31 décembre 2014. Ça a été publié et c'est parti pour 20 ans. Une autre aussi politique du gouvernement, là encore en préparation de la reconstruction, et ça c'est une politique qui est en partie imposée par les soutiens du régime, c'est la cession d'actifs stratégiques aux alliés russes et iraniens. Le phosphate en particulier, les principales mines de phosphate syriens, par exemple, ont été cédées à une entreprise privée russe, Stroytransgaz, dont évidemment l'actionnaire principal est un proche de Poutine, là aussi à des conditions totalement défavorables au gouvernement syrien. Je n'ai plus que 5 minutes, donc je vais sauter et je vais parler un petit peu de l'Union européenne, parce que c'est quand même aussi pour ça qu'on est là. Alors, que faire ? Alors j'étais hier et avant-hier, j'étais dans un séminaire à Bruxelles qui était sur la Syrie et sur le rôle justement de l'Union européenne, le rôle que l'Union peut avoir, que l'Europe en général peut avoir sur la Syrie. Et ce qui m'a frappé, évidemment, c'est d'entendre beaucoup de diplomates européens, sentiment d'impuissance assez incroyable. Le fait que quasiment... Bon, ce n'était pas l'avis de tout le monde, mais c'est l'avis de la majorité, que quasiment tout devait passer par la Russie, ce qui est quand même un petit peu inquiétant, ce n'est pas le cas de la France. Mais... À un moment, il y a une diplomate européenne d'un pays qui n'est pas de l'Union européenne, qui est un peu au nord,
qui a un peu de pétrole aussi, je vais pas dire ça, qui à un moment dit, la bonne chose, c'est que maintenant, dans tous les pays de la région, et même dans certains pays européens, et même l'administration américaine, dit qu'on ne veut plus se débarrasser de Bachar al-Assad. Au moins, il y a un point d'accord. Et bon, évidemment, c'est évidemment un petit peu choquant, mais ça reflète quand même une situation un peu spéciale. Alors, dans cette discussion, moi, j'ai fait quelques propositions, quelques recommandations, et je veux vous les dire ici parce que je crois que ça peut être intéressant, parce qu'après que je les ai faites, j'ai un peu regretté de les avoir faites, parce que je me suis rendu compte que ça a créé un débat qui n'était pas forcément... Enfin, je vais vous dire ce que c'était. Donc, il y a des recommandations classiques, que tout le monde, je pense, est complètement d'accord. Continuer l'aide humanitaire, qui je crois est très importante. Il ne faut pas arrêter, parce que les Syriens sont dans un état vraiment très très difficile. Il ne faut pas passer, évidemment, mettre de l'argent avec le gouvernement syrien. Là aussi pour des raisons très pratiques et objectives, parce que ça va mener à une corruption énorme, parce que cet argent va aller à des réseaux criminels, etc. Il ne faut non plus pas passer par les nouvelles administrations locales qui ont été élues. Ce n'est pas pour rien que le régime a organisé en septembre des élections. Parce qu'il entend, le régime, qu'à l'extérieur, on parle beaucoup de décentralisation, on ne veut pas passer par lui, donc on va faire des élections, ça va paraître démocratique, et même si les Français et les Britanniques, de toute manière, ils ne vont pas se faire avoir, ça va donner des arguments à d'autres pays pour dire, écoutez, il y a des administrations locales, mais évidemment, on regarde les résultats des élections, c'est très largement des réseaux criminels, des warlords, les chefs de guerre qui ont été élus. Et donc, c'est de l'argent pour eux, c'est une assurance que les réfugiés ne rentrent pas. Alors, j'ai fait d'autres recommandations qui ont créé un petit débat, c'est pour ça dont je voulais parler. Alors, moi, je suis évidemment syrien. Et ce qui m'importe, c'est principalement l'intérêt de mon peuple. Et donc, moi, je pense que, en tout cas, il faut réfléchir à remettre de l'argent en Syrie dans des secteurs, par exemple comme le secteur agricole. Je pense qu'il faut encourager l'investissement dans le secteur agricole. Parce que vous savez qu'il y a un grand débat en Europe et dans le monde, est-ce qu'on fait de l'aide humanitaire strictement ou bien on encourage l'investissement? Et l'investissement, c'est de la reconstruction, etc. Mais je pense que le secteur agricole est important parce qu'il permet d'abord de fixer des gens là où ils habitent, de leur permettre de développer leur économie, de fournir les villes en denrées alimentaires, donc de baisser aussi l'inflation, etc. Je pense aussi que l'Europe devrait considérer financer des infrastructures civiles, l'électricité, l'eau, parce que ça permet aussi, ça soulage les populations. J'ai même donné un exemple. Je pense que l'Union pourrait, par exemple, proposer de reconstruire, disons, une ville comme Daraya, comme Qusay, mais avec des conditions très strictes, en disant, on remet de l'argent, mais à condition qu'il y ait des garanties sécuritaires et politiques pour que les gens reviennent, à condition qu'il y ait des garanties que les gens reprennent leurs actifs, que l'argent ne passe pas par le régime, etc., etc. Donc, si vous voulez, théoriquement, je crois que ce sont des propositions qui peuvent être intéressantes, qui répondent aux besoins de la population. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, et là je m'en suis rendu compte dans la discussion, c'est que, et c'est une naïveté un peu de ma part, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, vous mettez des conditions, mais très rapidement, ces conditions, elles tombent. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que, justement, autour de la table, ceux qui font partie des pays qui sont plutôt pro-régime étaient très contents, et ceux qui n'étaient pas très pro-régime n'étaient pas contents. Mais je crois que mes propositions, donc voilà, donc il y a un vrai risque politique. Mais je dois dire aussi qu'en tant que Syrien, dire qu'on ne fait rien, c'est aussi un problème. Parce qu'on a quand même 16 millions de Syriens aujourd'hui, donc 80% sont sous le seuil de la pauvreté, que personne ne prévoit d'enlever Bachar al-Assad et que personne ne pense qu'il va partir avant de très nombreuses années. Qu'est-ce qu'on fait de notre population? Je vais m'arrêter là. Je laisse la parole maintenant à notre réfugié du panel, Youssef, qu'on a gentiment accueilli parce que le panel sur l'immigration a été supprimé. Donc Youssef, il va nous parler, comme il est spécialiste sur les questions démographiques, il va nous parler un peu sur cette question-là. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle, merci Salam.
d'avoir laissé un peu de place à la démographie, pas la démocratie. Je ne suis pas compétent en la matière. Alors, je vais me tenir au temps, et pour ça, je vais aller très vite. Donc, il y a un PowerPoint, si quelqu'un le voudrait après, je serai très heureux de vous l'envoyer. D'abord, je vais dire un mot de la politique migratoire de la France. La politique migratoire de la France après la guerre de 39-45 était destinée à pallier les déficits en main-d'œuvre, mais il y avait aussi des intentions populationnistes, c'est-à-dire la France a connu deux défaites, une défaite et demie de l'Allemagne, à cause dû au fait que sa population était peu nombreuse. Donc il y a toujours eu une idée sous-jacente dans l'idéologie française que la population c'est la puissance. Et c'est pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, la France a attiré un grand nombre de travailleurs venus de l'étranger, d'abord des Polonais, puis les Polonais ne suffisant pas à la tâche, on s'est ouvert aux pays d'Afrique du Nord, le Maroc, la Kabylie, et c'était les premières vagues d'ouvriers français chez Renault et dans le charbonnage de l'Est. La politique démographique de la France était donc populationniste à l'époque, et on a encouragé, ce qu'on oublie maintenant, très fortement le regroupement familial, avec l'acquisition de droits pour les immigrés et leur intégration dans la fabrique française. Mais à la fin des 30 glorieuses, on n'en était plus là. La politique d'immigration est devenue extrêmement sévère. On a contrôlé les flux migratoires, les cartes de séjour qui n'étaient plus délivrées automatiquement. Et pour tout résumer, je recite la phrase que vous connaissez tous de Michel Rocard: la France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais il faut qu'elle y prenne part. Alors, on a aujourd'hui un stock impressionnant d'immigrés en France, dont beaucoup d'Arabes. Alors, on estime aujourd'hui à 5 à 6 millions d'Arabes en France, dont plus de la moitié ont la nationalité française. Ça, c'est important de le signaler. Mais outre ce chiffre qui paraît impressionnant de 5 à 6 millions, ce qui effraie le plus, c'est qu'on se dit qu'il y a 400 000 enfants qui naissent tous les ans, dont l'un des deux parents est un arabe. Et ça fait moins plaisir. Une collègue de l'INED, pour ne pas la citer, Michel Tribala, a donné une estimation plus rationnelle, puisqu'elle parlait de 4 millions d'émigrés arabes en 2005, dont 400 000 harkis dont le statut est différent. Aujourd'hui, en 2013, enfin, disons en 2018, on peut ajuster les chiffres. Voici en gros la composition de la population arabe en France, dominée par les Algériens avec 2 700 000, suivi du Maroc avec 1,5 million, c'est-à-dire 7 à 8% de la population de la France. L'immigration arabe est beaucoup plus importante que celle des autres régions du monde, l'Afrique subsaharienne, l'Europe, la Chine, l'Amérique et l'Asie. C'est une immigration qui fut familiale et une immigration de travail. Ce qu'on constate et dont on parle beaucoup moins, c'est que le niveau d'études de ces immigrés arabes a connu une ascension spectaculaire. En effet, en 2005 déjà, donc il y a 15 ans, 24% des immigrés arabes étaient déjà diplômés de l'enseignement supérieur. Ça, il faut bien le noter, c'était une proportion qui était déjà aussi élevée que pour la population française, guillemets, de souche. Mais il y a aussi une autre question qu'on débat beaucoup, c'est la surfécondité. Les Arabes, non seulement mangent le pain des Français, mais en plus, ils se reproduisent trop vite, comme des lapins. Ou comme disait très délicatement Arianna Fallaci, comme des rats. Mais elle était italienne, elle n'était pas française. Donc, la France
avec cette surnatalité arabe et musulmane. Musulmane, c'est la religion majoritaire, mais pas exclusive des Arabes. D'ailleurs, je suis payé pour vous le dire. Et la fécondité des immigrés naturalisés était plus faible que celle des étrangers. Or, plus de la moitié des Arabes avaient la nationalité française. Et en fait, ce qui s'est passé, là, je replace ça dans le contexte de la relation monde arabe-Europe, c'est que la fécondité des immigrés a commencé à baisser dès les années 60. Une transition démographique qui a commencé plus tôt dans les communautés immigrées que dans les pays du Maghreb. Et par un effet d'entraînement, la démographie du Maghreb a été contaminée par celle des immigrés, parce que les immigrés avaient un rôle disproportionné, un rôle moral très important dans les pays de départ. En effet, les immigrés maghrébins ont très tôt commencé à réduire leur hypernatalité par un mariage plus tardif, la restriction volontaire des naissances. À telle enseigne qu'en Europe et en France surtout, il s'est créé une société dont les valeurs étaient différentes de celles des pays de départ. Il y avait une contradiction entre les valeurs des pères fondateurs et celles de leurs descendants. Et les réseaux d'interaction en Méditerranée sont extrêmement importants. Les échanges économiques, n'en parlons pas. Des pays comme le Maroc et la Tunisie, et un peu moins l'Algérie, ont beaucoup vécu des transferts d'épargne des émigrés. Ces transferts d'épargne étaient indispensables pour assurer la vie de leurs parents restés dans le pays, mais il y avait aussi, à part les échanges matériels, des échanges immatériels de valeurs. L'immigré était un passeur de culture. Il tendait implicitement, parfois même à son insu, à diffuser dans les pays du Maghreb les valeurs acquises dans les pays d'émigration. On a mené des enquêtes au Maroc quand j'étais là-bas, et on a vu que dans les pays, dans les villages marocains qui étaient touchés par l'émigration, les enfants étaient tous scolarisés, ce qui n'était pas le cas des enfants où il n'y avait pas d'émigration. Que la scolarisation des filles et des garçons était égalitaire, quelque chose d'impensable à une époque où au Maroc, les inégalités par sexe étaient flagrantes. Donc l'immigré a diffusé des valeurs égalitaires grâce à la médiation des immigrés. Plus récemment, les immigrés ont joué un rôle modernisateur, notamment au Maroc, au moment des débats sur la Moudawana. Dans la Moudawana, les émigrés avaient un rôle important. Elles ont réussi, autant que faire se peut, à imposer une législation beaucoup plus favorable à la femme que celle qu'il y avait avant. Alors, est-ce que la France est particulière, puisque je ne parle pas que de la France, mais de l'Europe? La France est un peu particulière, parce que quand vous comparez la France à la Belgique, à la Hollande et à l'Allemagne, pour ce qui est des immigrés maghrébins, vous voyez que la fécondité, par exemple, qui a beaucoup baissé en France chez les immigrés, est beaucoup plus forte en Belgique, surtout en Flandre, plutôt qu'en Wallonie. La Flandre étant une sous-France, elle a été plus touchée par les valeurs françaises. En Hollande, la fécondité des Marocains est longtemps restée extrêmement élevée, ainsi qu'en Allemagne d'ailleurs. Les pays multiculturels, dans les pays culturels, les Maghrébins ont tendance à avoir une mentalité et une fécondité de ghetto. Alors que dans les pays jacobins assimilationnistes comme la France, au contraire, on s'adapte aux valeurs de la société dominante. Une autre comparaison que j'aime beaucoup faire, c'est de comparer les Arabes et les Turcs. La Turquie de Mustafa Kemal, pays moderniste, les pays arabes retardés. Or, on constate que dans l'émigration, les émigrés arabes ont toujours été plus modernes que les émigrés turcs, notamment pour leur fécondité, qui est un critère
auquel je tiens beaucoup. Pour l'endogamie, le mariage avec la cousine ou pas, les Turcs se marient beaucoup plus avec leur cousine. Et surtout, l'utilisation de la langue mère. Dans les communautés arabes en France, la langue nationale tend à se diluer au profit du français. Ce n'est pas le cas des Turcs. Pour les coutumes matrimoniales, ce qu'on constate de manière très intéressante, c'est que les mariages et la cohabitation, c'est-à-dire d'avoir un petit ami ou une petite amie, sont beaucoup plus répandus chez les immigrés arabes qu'on ne pourrait le penser. Il y a 25 ans déjà, un jeune Algérien sur deux et une Algérienne sur trois étaient déjà en couple avec un concubin ou une concubine français de souche. C'est des proportions extrêmement fortes. En plus, en France, le mariage mixte est très répandu, c'est-à-dire qu'un Algérien épousera une Française, un Marocain épousera une Française et vice-versa. Chez les Turcs, c'est extrêmement rare. La cohabitation, le fait de vivre en ménage sans être marié, est aussi beaucoup plus répandue dans les communautés arabes musulmanes qu'on ne le pense. Chez les immigrés algériens surtout, qui sont les plus francisés dans leur tête, plus que les Marocains et les Tunisiens, un peu moins chez leurs descendants. Par exemple, il y a 15% des jeunes Algériens qui cohabitent sans être mariés, et c'est 22% chez les Français de souche. Donc des proportions certes plus fortes chez les Français, mais quand même pas très éloignées. Bon, alors là je passe, et je passe sur la transmission des langues qui est extrêmement importante. 77% des Marocains et des Tunisiens et 84% des Algériens utilisent le français dans leur communication quotidienne, alors que chez les Turcs, c'est 40% seulement. Et la chose la plus intéressante, c'est que pour les diplômes, les sociétés maghrébines de l'immigration tendent aujourd'hui à rattraper leur retard sur la population majoritaire. C'est le cas pour 25% des hommes et 22% des femmes algériennes, pour 27% et 22% des Marocains et des Tunisiens. Quand vous prenez les performances des Turcs à côté, elles sont vraiment minables. 9% seulement sont arrivés. Et les Portugais, population européenne, catholique, croyante et tout, ils ne sont que 5% à avoir fait des études supérieures. Donc, et on voit aussi quelque chose que je vous ai dit incidemment, que les filles sont souvent mieux scolarisées et plus longuement que les garçons dans les communautés maghrébines en France. Alors, ce qui risque de tout foutre en l'air, malheureusement, c'est le chômage. C'est une évidence. Le chômage frappe beaucoup plus les immigrés que les Français de souche, 16% chez les hommes et 22% chez les femmes. Comparé à la population française où le taux de chômage n'est que de 8%, ou n'était que de 8% au moment où on a fait ces enquêtes, c'est quand même, ça veut dire que le chômage est un fléau. Et le pire, c'est que l'origine, c'est-à-dire le pays de naissance, le faciès, la religion, joue dans cette discrimination. Les enquêtes qu'on a menées en utilisant un appareil statistique que je vous épargne extrêmement compliqué, des régressions multiples, montrent que l'origine joue indépendamment de tout le reste, du diplôme, du lieu de résidence, etc. Alors comment les Maghrébins vont-ils s'en sortir? Bon, il y a des exemples de réussite maghrébine très connue, c'est la fameuse bourgeoisie, mais il y a aussi d'autres recettes. Il y a l'exutoire migratoire. Des Maghrébins quittent la France pour aller s'installer aux États-Unis et au Canada en nombre de plus en plus important.
Il y a le repli identitaire. Ça, c'est malheureusement la plus forte façon pour les immigrés maghrébins de réagir à la situation. Et on peut parler du repli identitaire et du retour du religieux, sur lequel il faudrait s'entendre. Est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui, il y a un retour aux valeurs identitaires musulmanes, voire islamistes? Et est-ce qu'on peut analyser ça loin du bruit et de la fureur médiatique? Eh bien, oui. Mes études portant sur les pays du Maghreb ont montré que la sécularisation allait croissant beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire en ayant une vue superficielle des pays maghrébins. Et la même chose existe chez les communautés maghrébines en France. Par exemple, lorsqu'on interroge les Arabes en France, 15% des immigrés algériens et 10% des immigrés marocains et tunisiens n'ont pas déclaré de religion. C'est-à-dire que c'est ou des athées ou des agnostiques ou des gens qui se fichent de la religion. Chez les descendants d'émigrés, c'est encore plus fort. Donc, et l'indifférence à la religion est beaucoup plus marquée qu'on ne le pense. Une proportion significative d'émigrés accorde peu ou pas d'importance à la religion, 22%. Quand on prend la proportion chez les catholiques français, on est à 76%. Bien sûr, c'est beaucoup plus élevé. Mais quand on prend les juifs de France, on voit que chez les musulmans et les juifs de France, il y a un cousinage, 22% chez les musulmans, 24% chez les juifs. Et le fait est qu'aujourd'hui, il y a un certain temps d'arrêt. La deuxième génération est peut-être aujourd'hui moins sécularisée qu'on aurait pu le penser. Et donc, ce que je voudrais dire enfin, c'est que si les données indirectes laissent présager un fort mouvement de sécularisation, les réponses directes dans les enquêtes que nous avons menées à l'INES suggèrent que le mouvement est encore à ses débuts. Comment résoudre cette contradiction? On se proclame musulman aujourd'hui sans timidité. On est adepte de cette religion et pas simplement de culture musulmane ou sociologique. Et il s'agit en fait plus d'une protection identitaire que de croyances réelles. Voilà. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Youssef pour sa présentation. Merci à tous les panélistes pour leur présentation. Je pense qu'il y a au moins 4 points, voire plus, qui en ressortent, mais je pense que le sentiment d'incompréhension, voire même d'impuissance qui a été mentionné par Jihad, c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir. Pareil, la question de la politique arabe de l'Union européenne, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il existe réellement une politique arabe ou est-ce qu'il y a des politiques arabes au sein de l'Union européenne? Ça se traduit, je pense, aussi par tout simplement les politiques plutôt bilatérales qui sont mises en place et qui créent donc, je reprends donc le terme qui a été utilisé par Jean-François Draguzan, c'est-à-dire des dépendances croisées plus que des indépendances ou interdépendances, pardon. Et je pense que tout cela m'amène en fait à penser qu'aujourd'hui il y a quand même un risque qui est très perceptible et assez dangereux de la part en fait de l'Union européenne, c'est cette volonté en fait de sécuritiser des échanges économiques, c'est-à-dire de transformer en fait des échanges économiques comme un levier de sécurité. Ça a été déjà mentionné ce matin par Manon Nour qui a parlé d'une garde barrière. Effectivement, cette volonté d'utiliser et d'instrumentaliser les pays du Maghreb comme en quelque sorte un
une barrière contre les flux migratoires vers l'Europe. Et ça nous amène effectivement à réfléchir plus amplement sur la question qui a été évoquée par Youssef, c'est-à-dire ce repli identitaire qui a lieu certes en Europe, mais qui a aussi lieu dans les pays arabes, et donc comment on articule tout cela. Un troisième point que j'aimerais rappeler, c'est un point qui a été évoqué par Younes, c'est-à-dire est-ce que l'Union européenne peut effectivement engager des relations avec les pays arabes sans réellement contribuer à une intégration économique régionale. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer l'Union européenne comme un acteur qui accompagnerait en quelque sorte les relations économiques sud-sud ou arabo-arabes entre ces pays-là, même si cela effectivement est difficile, étant donné que les pays arabes sont très différentes à la fois par rapport au régime politique, mais aussi culturellement parlant. Et enfin, un quatrième point qui me tient aussi à cœur et qui a été encore une fois évoqué par Younes, c'est le rôle que joue l'Union européenne dans le transfert des nouvelles technologies, ou des technologies en tant que telles. Parce que là, on a souvent tendance à croire que ce transfert de technologie encouragerait effectivement la démocratie s'il ne s'accompagne pas par un transfert des connaissances. On constate aujourd'hui que ce transfert en fait ne sert souvent qu'au régime, et je vous donne un exemple très concret. J'ai travaillé à titre personnel sur la question du dessalement de l'eau de mer dans le cas du Maroc, et effectivement au Maroc on constate exactement cela, c'est-à-dire ce sont des solutions techniques qui sont faciles à mettre en place pour un gouvernement, mais ça évite surtout pour le gouvernement marocain d'aller au contact avec les réels problèmes sociopolitiques qui existent sur le terrain. Et donc effectivement, on devrait aussi avoir une réflexion là-dessus. Quel rôle joue l'Union européenne et les grandes entreprises multinationales dans ce transfert technologique, et comment on peut le rendre plus démocratisant en quelque sorte.